Salut tout le monde, je suis aujourd'hui en interview avec Adrien Asselineau qui est consultant en SEO et qui vient de devenir nomade digital. Il est en ce moment au Portugal, il est arrivé là-bas il y a pas très longtemps. Et Adrien a aussi un blog, chaîne YouTube et tout ce qui va avec qui s'appelle Travailler en voyageant. Salut Adrien. Salut Ambroise, ça va? Très bien et toi? Alors Ouais, là, super. tu es arrivé au Portugal du côté de Lisbonne. Comment ça se passe? Ouais, je suis arrivé un peu moins de 3 semaines, ça se passe super. Je suis vers le pont rouge là, qui ressemble un peu à celui de San Francisco, vers LX Factory. Je me suis installé dans une coloc et j'ai trouvé un chouette coworking juste à côté. Donc, j'ai eu le temps de profiter un peu de la ville pendant une semaine. J'ai pris une semaine de vacances histoire de me balader un peu. Il fait 30 degrés. Il y a la plage à un quart d'heure et la bouffe est vraiment pas chère. Donc, j'ai envie de rester là un peu de temps. Ouais. Très cool. Bah, écoute, tu vas nous en dire plus au cours de l'interview. Donc Ouais. peut-être pour commencer sur de bonnes bases, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu faisais avant et comment t'es arrivé à Lisbonne en mode nomade? Ouais, ok. J'ai 26 ans, je fais une école de commerce en apprentissage. Donc, du coup, j'étais assistant en marketing dans une usine, dans une industrie pendant 3 ans. Et ça m'ennuyait énormément. Et du coup, je cherchais d'autres métiers qui pourraient m'intéresser. C'est là où, du coup, je me suis intéressé au web marketing. L'un de mes profs, c'est devenu un mentor pour moi. Il m'a permis de découvrir ce que c'est que le référencement naturel. J'ai tout de suite aimé. Du coup, j'ai trouvé un job en sortant de l'école dans une agence web où ils m'ont donné ma chance parce que je savais rien faire en référencement. Ils m'ont dit, on fait un deal. Tu vas faire à moitié du temps du référencement et l'autre moitié du temps du commercial pour que tu finances ton poste. Ça s'est bien passé. Au bout de 6 mois, ils m'ont proposé un CDI, donc un contrat à durée indéterminée. Et je suis resté chez eux pendant 2 ans où j'ai appris le métier de référenceur. Et après ces 2 ans, je voulais travailler à mon compte. Et du coup, on a continué à travailler ensemble, mais en tant que freelance, donc fin 2017. Et comment je suis devenu nomade? En fait, quand je suis devenu freelance, j'étais content parce que déjà, je pouvais choisir d'où je travaillais et quand, mais je ne pouvais pas choisir quand ne pas travailler. Je travaillais 7 jours sur 7. J'ai fait une année super intense qui était peut-être nécessaire parce que du coup, ça m'a permis de me lancer, de me faire mon réseau, mes clients. Mais du coup, je me suis épuisé et je n'ai pas pris de vacances, j'en ai même annulé. J'avais acheté un voyage un peu organisé pour l'Indonésie parce que j'ai pas encore fait l'Asie. Je voulais faire ça avec d'autres gens et, euh, et du coup j'ai dû annuler. J'ai payé la compte quand même et pour bosser, pour livrer pour mes clients à temps. Donc du coup je me suis dit, on a un petit peu marre. Je vais me trouver une solution pour pouvoir voyager, avoir un peu plus de temps libre. C'est là ce que j'ai découvert ce mode de vie de pouvoir travailler sur l'endroit où tu voyages. Comme ça, quand tu sors le week-end ou tu sors le midi ou tu sors le soir, tu peux profiter des environs. Là, les vendredis, j'ai des cours de portugais. J'ai mon premier cours demain. Enfin, du coup, ça me convient beaucoup plus comme ça. Donc, ici, c'est ma première expérience dans un pays où je connais vraiment personne. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, Ok, référencement en freelance, c'est mon activité principale. Je travaille aussi en ce moment sur un projet où je gère la partie gestion de projet web. C'était une startup qui crée un site e-commerce dans l'alimentaire. Moi, je les accompagne, c'est moi qui fais le chargé de projet. Et à côté, à raison un jour par semaine, je travaille sur le blog. Voilà. super. Bah, en tout cas, bravo pour ton chemin jusqu'à maintenant. Et puis j'aimerais que tu nous parles un petit peu, on a déjà échangé il y a quelques temps par rapport à ton histoire aussi, tu as une histoire intéressante. Oula, oula. C'est-à-dire. On avait parlé des États-Unis, etc. Ah ouais, ah ouais, merci pour l'indice. Ouais, 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 j'ai vécu 5 ans aux États-Unis de mes 6 ans à mes 11 ans, donc en Floride, à Palm Beach. Donc du coup, j'ai fait l'école primaire là-bas, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, je venais juste d'apprendre à parler français, donc j'ai oublié le français et du coup, j'ai appris l'américain. C'était vraiment cool et d'ailleurs, j'y retourne à Noël. Je vais passer les fêtes de fin d'année là-bas. Je suis content parce que j'ai pas revu la Floride depuis que je suis petit. Et ouais, c'était une chouette expérience.
Et je pense que c'est ça aussi qui reste au fond de moi pendant longtemps. C'est-à-dire que petit, je me suis habitué à ça. Et du coup, pendant longtemps, je suis resté au même endroit en France. Et du coup, là, c'était un petit peu un ras-le-bol aussi, je pense aussi, de sédentaire. Mmh. Ouais, puis je pense que s'il y a toujours un peu ce profil-là chez les gens qui deviennent nomades, en tout cas à nos âges, etc. On a connu quelque chose, une expérience internationale, et on a fait un petit peu ce qu'on attendait de nous. Puis maintenant, on se réapproprie notre destin et comment on le construit, comment on va le vivre. Ouais, et puis moi, c'est venu de mes parents aussi, parce que ils ont vécu 2 ans sur un bateau, ils ont traversé l'Atlantique, ils ont vécu aux Caraïbes, au Portugal, dans différents endroits. Donc, en fait, j'ai aussi répété ce que faisaient mes parents, en fait. Donc, ça peut arriver à d'autres personnes qui nous regardent, s'il y a des parents voyageurs, c'est possible qu'ils fassent des enfants voyageurs. C'est sûr, ouais. Puis moi par exemple, bah, j'ai habité à l'étranger quand j'étais petit, en Allemagne et en Angleterre, mais c'était pour le boulot de mon père, qui pour le coup était aux antipodes de ce que je fais maintenant, un boulot d'ingénieur dans une très grosse boîte, très stable, etc., la plus grosse boîte de chimie mondiale. Et ça m'a inspiré à devenir voyageur, etc., mais dans mon propre style, quoi. Et même maintenant, il voyage encore beaucoup. Il s'occupe de quelques pays, d'une quinzaine de pays en Europe de l'Est. Et là, il va s'occuper aussi du Luxembourg, Benelux et puis Angleterre, etc. Donc, il voyage, mais dans un contexte différent. Mais c'est sûr que ça m'a inspiré. Puis toi aussi, tes parents t'ont inspiré, ça se voit. Ouais, et puis bah, quand on est petit, on n'a pas trop le choix. Ils nous emmènent avec les valises, quoi. Donc, on n'a pas trop notre mot à dire. C'est ça, exact. Et puis, parle-nous un petit peu de ton voyage ton voyage au Portugal. Comment t'as choisi ta destination? Quand est-ce que tu as su que c'était le bon moment de partir? Comment ça s'est fait? Ah, pourquoi je suis là et pourquoi je suis parti maintenant? Mhm. Euh, à Noël dernier, en fait, j'ai réservé un billet pour Lisbonne pour m'obliger à mettre en place le nécessaire pour devenir nomade digital. Je me suis auto-mis une deadline, c'est-à-dire qu'au 1er septembre, voilà, tu te barres, tu te casses. Et du coup, ça m'a aidé mentalement à mettre les choses en marche, c'est-à-dire rendre mon appart, prévenir les clients, voilà, voir s'ils sont OK avec le nouveau mode de fonctionnement, euh, trouver une destination, vendre la voiture, trouver une domiciliation pour l'entreprise, le courrier, etc. Tout ce préparatif. Donc, du coup, ça m'a pris de janvier à juin. Pourquoi Lisbonne? Parce que j'ai l'un de mes meilleurs amis qui est ici, donc ça me permet aussi de connaître des gens, parce que c'est pas loin. Donc pour les clients, 1 heure de décalage horaire, moi vu que je suis prestataire de service, c'est quand même rassurant pour eux. Quand ils m'appellent à 10 heures, il est 9 heures ici, donc c'est pas encore trop traumatisant pour eux. Je vois la baby steps. Et aussi parce que c'est pas très cher. Les loyers, ils ont explosé, malheureusement. Donc on est sur des prix, pour ceux qui connaissent, de Bordeaux, ou un peu moins cher que Paris. Ça a vraiment augmenté. D'ailleurs, il y a un gros contraste avec l'économie locale, parce qu'ici, le SMIC, le salaire minimum, est à 700 euros. Donc, Ouais. Et gros contraste. le salaire moyen à 800 euros, il me semble. Ouais, 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 ouais. C'est dur pour les locaux, donc ça craint un peu pour eux. Mais quand on arrive avec un pouvoir d'achat français, américain, ou d'autres pays où du coup les salaires sont un peu plus élevés, bah, on est quand même en position de force, parce que on mange pour 5 euros, pour 40 euros par mois, je me déplace dans toute la ville, tous les transports inclus. Et il y a des sites internet comme nomadx.com qui te permettent de trouver des logements très simples dans Lisbonne, chez des locaux, où ils ont une chambre à ta disposition, etc. Donc, j'irais aussi par simplicité, je suis venu là aussi. Ok. Ouais, bah, c'est une Et pour le soleil. première expérience. C'est normal de commencer aussi proche et puis tu sais, sans trop de risques. Ouais, et puis d'ailleurs, ça tombe bien, parce que là, bah, par exemple, je prends une participation dans une startup pour qui je travaille, j'achète des parts. Au début, c'était un client, maintenant, c'est plus qu'un client, c'est un projet où je m'implique personnellement. Bah, il a fallu que je retourne en France la
semaine dernière pour travailler avec eux. Donc, nomade, c'est bien, mais parfois, c'est bien aussi de voir les gens de temps en temps, pas nécessairement tous les mois, mais tous les semestres ou tous les Mhm. trimestres, quand il y a des projets où vous êtes un peu plus que juste un prestataire opérateur, quoi, Ouais, quand vous engagez un peu plus personnellement. c'est sûr. Ouais, moi, je recommande souvent dès qu'on peut, de toute façon, on repasse toujours à l'endroit où on a des clients, où on peut aller les voir, de le faire et puis d'avoir un contact, si possible, toutes les semaines par appel vidéo, le plus proche de la relation en personne possible. C'est Et clair. bah, justement, on peut peut-être parler un petit peu, en profiter pour parler un petit peu de ce que tu fais en SEO. Ouais, ok. Raconte-nous. Ouais, j'accompagne des entreprises sur 3 volets en fait. C'est un peu la pyramide traditionnelle du SEO. Il y a une partie audit technique où je vais faire un petit peu le diagnostic du site, un peu comme un médecin ou comme pour votre voiture. C'est-à-dire que je vais regarder tous les points qui sont nécessaires à optimiser pour faire en sorte que le site il puisse répondre aux exigences des moteurs de recherche, qu'il soit voilà rapide, qu'il y ait les bonnes balises aux bons endroits, que le maillage interne soit bon, etc. Ensuite, il y a un deuxième volet maintenant, après qu'on a consolidé les bases, qu'on a fait des murs, qu'on a fait la chape, etc. Il y a la partie contenu, donc je vais aider les clients à identifier les mots-clés qui sont importants pour eux. Est-ce qu'il y a les contenus en face? Oui, non, on produit les contenus. Et après, il y a une partie netlinking, c'est-à-dire que je vais les aider à faire en sorte d'avoir plus de liens depuis d'autres sites internet. Donc, en référencement, des liens, les gens, ils vous les font pas comme ça par bonté de cœur. Donc, du coup, il y a un gros volet de fabrication de liens où, du coup, je vais soit en acheter avec un budget, soit créer des sites exprès, faire des échanges avec d'autres référenceurs pour justement faire en sorte d'augmenter la confiance du site vis-à-vis de Google parce que c'est une couche historique de l'algorithme. Plus vous avez de liens, plus ils sont de qualité, plus viennent depuis des sites de confiance, de la bonne thématique, Mhm. et même que la vôtre, plus Google il va vous récompenser, vous allez remonter dans les résultats de recherche. Si vous êtes sur des mots-clés vraiment pas concurrentiels, les liens sont pas indispensables, mais dès que votre client il est sur un marché un peu plus concurrentiel, le meilleur contenu du monde ne suffira pas. Donc, Ouais. il y a ces 3 volets-là. J'ai passé 2 ans en freelance où j'étais beaucoup sous-traitant pour les agences. Ça m'a permis d'avoir du client rapidement. C'est ce que je conseille d'ailleurs aux freelances qui sont dans le web marketing. Travailler avec les agences, ils ont déjà des clients, ils ont des besoins sur le feu. Vous n'êtes pas payé extraordinairement bien, mais suffisamment pour démarrer. Et après, quand vous faites votre réseau, vous trouvez des clients directs. Et là, du coup, je viens de faire la transition de sous-traitant à consultant. Je n'ai plus de sous-traitant, j'ai que du consulting. Ça m'a pris 2 ans. Et je suis très content de l'avoir fait. Mais voilà, enfin, voilà mon quotidien. Avant, je faisais beaucoup. C'est moi qui faisais les liens, c'est moi qui rédigeais, c'est moi qui remplissais les balises. Et aujourd'hui, il y a toujours une partie opération, mais aussi une partie accompagnement, beaucoup d'échanges pour aussi éduquer le client, l'aider à faire les choses lui-même, etc. D'accord. Et c'est encore toi qui fais toute la partie opération ou est-ce que tu t'es entouré d'autres personnes ou est-ce que tu délègues des choses pour l'instant? Je sous-traite de plus en plus. La partie netlinking, je sous-traite, je rédige plus. Et la partie on-site, les balises, ça c'est encore moi qui fais. Donc ça, j'ai pas encore très envie de le sous-traiter. Je pourrais, mais j'ai ce problème qu'on a souvent quand on veut sous-traiter, c'est que je fais pas encore confiance. Et donc sur cette partie-là, j'aime bien encore avoir la main. Peut-être qu'à terme je pourrais. Et puis aussi il y a un autre aspect, c'est que quand vous voulez sous-traiter, il faut que votre statut juridique il le permette. Les auto-entrepreneurs en France, on paye des charges sociales en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc si vous sous-traitez, vous payez des charges sociales sur quelque chose où vous n'avez pas 100% de la marge. Mhm. Tandis que si vous êtes une société, une corporation, c'est les corporations au Canada, c'est ça? Ouais, ouais. Compagnie. Ouais, les compagnies. Si vous êtes une compagnie, là, du coup, vous pouvez sous-traiter parce que vous payez sur les bénéfices. Mhm. En France, c'est un peu pareil avec les sociétés. Vous faites vente, moins charge, et après, vous payez sur ce qui reste. Donc Ouais. là, du coup, là, on peut sous-traiter. C'est une question c'est aussi une question technique, je pense, si on veut monter en gamme, aller un peu plus loin et augmenter son portefeuille client, le statut d'entrepreneur
pour les Français qui nous regardent, c'est génial pour se lancer. Donc, normalement, ça peut être bloquant. Ok. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis, je voulais revenir sur un point. Tu disais que toi, ton conseil pour les gens en web marketing, c'était d'être sous-traitant pour des agences. Ouais. Comment est-ce que tu as trouvé tes agences pour qu'ils te confient les contrats? Comment c'était la relation avec l'agence? Est-ce que c'est comme si tu étais avec eux dans la structure agence ou comment est-ce que ça Hmm. s'est passé pour toi? Mon ancien employeur, donc qui était mon premier client en freelance, on avait un accord oral pour dire bon, voilà, vu qu'on te fait travailler, que ça se passe bien, tu vas pas travailler avec les autres agences du coin, tu as toute la France. Si ça te va de faire comme ça, ok. Donc je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je prospecte dans les autres villes de la France. En fait, j'ai tapé agence communication Bordeaux, La Rochelle, c'est des villes autour de là où j'étais. Et en fait, je regardais si elles avaient des bons avis. Et après, je les appelais toutes en disant que je suis référenceur, vous pouvez m'externaliser le travail, je viens dans votre ville tel jour, et est-ce que vous pouvez me recevoir? Et du coup, le fait de dire que je venais dans leur ville tel jour et que du coup, bah, je restais pas longtemps, ça m'a aidé à avoir un tiers de mes appels en rendez-vous et derrière de vite avoir du client. Et donc du coup, en fait, soit je faisais du one shot pour eux parce qu'ils avaient juste besoin d'un audit ou que je travaille 5 heures sur une refonte pour faire l'essentiel du référencement. Soit ils avaient besoin que je m'occupe des contrats mensuels pour leurs clients. Et dans ce cas, j'étais virtuellement intégré, c'est-à-dire que j'avais un email de l'agence. Voilà, je travaillais au nom de l'agence, même si j'étais pas un salarié. Mhm. Et j'ai eu plusieurs contrats comme ça, dont un pendant 1 an, à raison de 2 jours semaine. Donc, ce qui est quand même vachement intéressant quand on est freelance, parce que de la récurrence, de la visibilité financière, c'est rare, c'est l'un de nos principaux problèmes. Mhm. Alors du coup, pouvoir trouver de la récurrence comme ça, la sous-traitance, ça peut le permettre. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais la récurrence, c'est l'un de ses avantages. Si vous rentrez dans une logique de contrat mensuel. En référencement, il y a souvent des contrats mensuels, donc c'est un métier qui se prête bien à ça. Tous les métiers du web marketing se prêtent bien à ça. Après, il y a d'autres métiers qui se prêtent peut-être moins bien. Par exemple, le graphisme, où là, il y a beaucoup plus de one-shot. Ouais. Un logo, des maquettes, etc. Mhm. Mais voilà comment j'ai bossé avec eux, en fait. J'ai pris le téléphone, je les ai appelés. Ok. Ouais, ouais. Bah écoute, à l'ancienne, mais la vente, peu importe la technologie, les techniques de vente sont à peu près les mêmes quand même. Puis, Ouais, ça marche, ça marche. Et tu vois, je suis timide à la base, je suis toujours. Je déteste la prospection, mais si tu te forces à le faire, tu deviens meilleur. mhm. Personne n'est bon de base. Il y a des gens, ils ont des aptitudes innées, à des bons tchatcheurs et tout, mais c'est agréable pour personne. J'aime pas recevoir des appels de gens qui veulent me vendre quelque chose pendant que je suis en train de faire autre chose. Je me mets à la place des gens que j'appelle. C'est pas facile, quoi. Tu sais que tu les déranges. Ouais. Donc, C'est mais facile, c'est hyper formateur. ouais. Moi, je sais, j'en ai fait aussi, Ah ouais, t'en as fait aussi. j'en ai fait quand j'étais étudiant pour récolter des dons pour l'association des anciens étudiants d'HEC. J'en ai fait pour des assos étudiantes aussi pour trouver des stages internationaux. Et puis j'en ai fait après dans mes projets, surtout ma startup où on appelait. Et puis après, on a aussi fait pas mal de rendez-vous en personne, des tournées dans tout le Québec pour aller rencontrer les courses, etc. Finalement, c'est ce qui marchait le mieux. Ah, Mais t'as eu des bons résultats au téléphone. bah, Au- le mieux, c'était d'aller directement en personne. Se Appeler, déplacer physiquement. ouais, un petit peu Ok, comme ok. tu disais, à essayer les emails, mais appeler pour dire je peux être là tel jour à telle heure, est-ce que vous êtes dispo? Oui, non. Hmm, Après, tu ouais. organises. Mais à court terme, c'est peut-être pas ce qui paye le plus parce que tu vas rencontrer des gens qui sont pas forcément prêts à travailler avec toi tout de suite. Mais à long terme, ils t'ont vu, ils t'ont serré la main, on a pris un café, ils se souviennent de toi. Et Ouais. s'ils ont besoin de ce que tu offres, ils se souviennent de toi à long terme, quoi. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pareil, c'est C'est, même intérêt que faire du réseautage en personne par rapport à spammer tout LinkedIn pour avoir des connexions, etc. Peut-être que tu auras deux personnes qui vont te répondre qui vont t'amener un contrat sur 100 si tu fais ça bien. Mais après, par rapport à avoir rencontré des personnes, vu tous les mois ou tous les 2 mois à des événements pendant des années, c'est pas pareil. Hmm.
Bah, c'est ça, la prospection, ça m'a donné mes clients à court terme, mes clients Mhm. sous-traitants. Et mes clients directs, c'est des réseaux qui m'ont donné dans mon département, là où j'habitais, il y avait des réseaux d'entrepreneurs locaux, il y avait des after-work une fois par semaine, une fois par mois. Il y a un réseau, c'était générique, tout type d'entrepreneurs. Et un autre réseau, c'était des entrepreneurs du numérique. Donc là, c'était vachement intéressant. Ouais. Et il y avait une fois par mois des petits déjeuners thématisés où tu pouvais être le conférencier. Et ils animaient également des conférences devant d'autres groupes d'entrepreneurs. Et une fois, ils avaient besoin de quelqu'un pour parler de la thématique de l'inbound marketing, le marketing permissif. Et du coup, bah, ils ont fait appel à moi. Et c'est comme ça qu'en fait que j'ai rencontré mon meilleur client aujourd'hui. Enfin, c'est pas seulement un client, c'est vraiment un partenaire. Donc, les réseaux, c'est pour le long terme, c'est un bon pari, surtout que souvent ça coûte pas cher l'adhésion. C'est des after work, donc si t'es pas sociable, si t'aimes pas parler, ça peut être pénible. Mais en se forçant un petit peu, on finit par rencontrer des gens qui, eux aussi, ils sont là, mais ils veulent pas trop être là. On boit un coup, ça va mieux. Enfin, Ouais. juste en étant soi-même, en discutant, en brisant la glace, au bout d'un moment, on arrive à créer des synergies et à se montrer. Et du coup, si on se montre au bon moment où quelqu'un a besoin de notre compétence, là, on peut décrocher à terme des contrats. Et puis la personne, elle se souviendra plus de nous que ouais, si on les spam. Ça doit marcher. Il y en a pour qui ça marche, mais moi, je sais pas faire. Donc, j'ai j'ai fait à l'ancienne. Ouais, ouais, bah écoute, ça, c'est bien. Et puis, donc là, tu as étudié, tu es passé comment tu disais, à temps partiel, c'était apprenti, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. En fait, tu as un contrat avec l'entreprise, tu es un Mhm. salarié, en fait, et tu es là une Ok. semaine sur deux. C'est pratique parce que du coup, tu es payé et tu payes pas tes études, c'est l'entreprise qui paye tes études. Ouais, d'accord, c'est ça. Ouais, donc, tu es Donc, passé c'est de étudiant directement à salarié, puis ensuite à freelance sous-traitant, et puis à consultant, si je résume. exactement, Et voilà. maintenant consultant nomade en plus. Consultant nomade, ouais. Et, Et prochainement. et alors, c'est quoi la suite, Adrien? La suite, c'est de pouvoir gagner ma vie, non pas par le service, mais par les produits. C'est pas encore clair, c'est très flou, j'ai rien de concret, mais j'aimerais arrêter de vendre mon temps contre de l'argent Mhm. et être plus dans une logique de vente de produits. Je sais pas encore si ça va être des produits d'information via mon blog, ou si ça va être des produits physiques via un autre projet, mais j'aimerais tendre vers ça pour avoir un peu plus de temps libre. C'est bon, c'est un peu le doux rêve de la semaine de 4 heures ou de la Mhm. promesse de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Mais ça me parle beaucoup et j'ai envie d'essayer de tendre vers ça tout en développant la partie consulting, évidemment, qui me fait Mhm. vivre aujourd'hui, qui me plaît. Ouais, bah, je pense que toutes les Et, personnes qui ont un peu la même démarche que nous, mais qui visent pour le long terme, tu vois, avec les bonnes raisons, ça vient de ces lectures-là, tu vois, ou de ces inspirations-là. Et au final, bah oui, les concepts tiennent la route, c'est logique. Après, y arriver, c'est plus compliqué. Euh, ouais, mais ce qui est super, c'est que, et je dis ça souvent aussi, c'est que justement, être freelance, avoir une compétence que tu vends. Donc là, tu parles de vendre ton temps contre de l'argent, mais après, tu peux aussi packager ça, automatiser des choses, etc. Donc te détacher ouais, un petit peu, mais tu es toujours dans le service, c'est normal. Mais c'est un super tremplin pour après, en plus, en même temps, avoir des projets qui sont de ce type-là, tu vois. Avoir des projets de produits, d'information physique, des logiciels, des investissements, etc. ouais. Et puis même quand tu es freelance, en fait, ça va peut-être surprendre, mais tu es payé pour apprendre. En quelque sorte, parce Ouais, que c'est du sûr. coup, la moitié des projets que tu fais, la moitié des tâches que tu fais, c'est pas des choses que tu maîtrises à 200 000%. Donc en fait, tu es très souvent en train de te documenter, très souvent en train d'apprendre, d'utiliser de nouveaux outils. Donc au final, en fait, tu es condamné à progresser. Et c'est ça que j'aime bien aussi Mhm. dans mon quotidien et que j'avais pas quand j'étais salarié où je sentais que intellectuellement je stagnais, sauf quand j'avais ma formation que l'entreprise elle me payait tous les ans. Ouais. Voilà. Puis il y a aussi, moi, d'autres choses que j'ajouterais, c'est que tu as aussi le côté de travailler dans différentes industries, différents modèles d'affaires qui Ouais, c'est vrai, ouais. qui t'éclairent en tant qu'entrepreneur. Puis aussi, tu côtoies des personnes de différents, tu sais, différents jobs, des designers, des
peu importe ce que tu fais, tu trouves des gens qui sont dans d'autres domaines, des personnes dans ton domaine qui sont plus expérimentées. Et puis aussi, étant donné que c'est un Mm. client qui te paye en général un bon montant, ils vont te challenger aussi sur ta stratégie, ce que tu fais. Donc ça te repousse là-dedans. Et tu deviens de plus Ouais. en plus à l'aise à pitcher des idées compliquées, à trouver en tout cas dans ce que je fais, à trouver des manières de faire des choses un petit peu, comment dire, détournées ou compliquées pour que ça fonctionne, quoi. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Tu t'améliores constamment et tu es obligé au bout d'un moment d'être là sur les résultats parce que bah, les mecs, ils te payent de l'argent. Donc, du coup, cet argent-là, ils veulent à la fin qu'il y en ait plus dans leur poche que sur la facture que tu leur as envoyée, quoi. Exact. Et puis, c'est légitime. Exact. Et, et ouais, bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour pour la partie consulting freelance. Ça me paraît une bonne Ouais, conclusion. Et je voulais que tu parles un petit peu de ton projet aussi, travailler en voyageant. Donc, si ouais, je comprends ok. bien, tu as commencé ça en janvier, c'est ça? Ouais, vers là, février-mars, Ok. je me rappelle plus de la date, mais en début d'année, ouais. Ok. Et donc, bah, d'où ça vient ce projet? Comment t'en es arrivé à lancer ce projet de cette façon-là et à faire des vidéos aujourd'hui? Raconte-nous un petit peu ton histoire. Euh, je me suis beaucoup documenté avant de me lancer, avant de passer à l'action, de réserver mon billet, tout ça, et après m'occuper de la préparation du départ. Et du coup, bah, tous ces gens-là, ils ont pris énormément de temps à faire du contenu gratuit, même si derrière, certains, bah, c'est leur métier hein, d'infoprenariat, comme par exemple euh, Marketing Mania. Voilà, Stanislas Leloup, il avait un podcast qui s'appelle Podcast Nomade Digital, Crise de freelanceur. Mhm. Antoine BM, donc c'est un youtubeur connu en France qui Ouais. était nomade pendant un temps. Tous ces gens-là, ils ont créé des contenus. Et puis ensuite, bah, du coup, j'ai découvert tes contenus à toi, donc toi aussi. Et du coup, je voulais rendre la. C'était par le groupe que tu qu'on s'est rencontrés, non, c'est ça? Ouais, c'était par le groupe, ouais, Par le groupe Facebook. exactement. Ouais. Ok. Et bah, du coup, en fait, par la suite, je voulais rendre l'appareil et aider les gens à mon tour parce que je passe mon temps à faire donc du service pas pour gagner ma vie et je passe aucun de mon temps à faire quelque chose de manière gratuite pour les autres. Je me suis dit, tiens, ça serait cool de pouvoir aider d'autres gens puisque moi, je suis beaucoup plus heureux bah, dans ce mode de vie. Je suis vraiment bien comme ça. Et je pense qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas contents de leur 9 to 5, de leur CDI, de rester au même endroit, d'aller aux mêmes endroits en vacances pendant la haute saison, où c'est super cher et en même temps que tout le monde, qui Mhm. voudraient bien vivre un peu autrement. Euh, et du coup, ben, j'aimerais aider d'autres personnes à prendre conscience que c'est possible et que c'est pas sorcier, que voilà, en travaillant, ils peuvent y arriver, en allant dans les bons chemins, avec les bonnes méthodes. Donc, du coup, Travailler en voyageant a été créé comme ça. Au début, c'était un blog, donc j'ai rédigé une dizaine d'articles. Après, ça m'a pris beaucoup de temps, les articles. Donc, du coup, je me suis mis à la vidéo. Je fais une vidéo par semaine. Je fais une formation gratuite pour les, parce que ça s'adresse vraiment aux francophones et surtout aux Français sur la partie entrepreneuriat juridique. Je veux Mhm. les aider vraiment sur la partie gagner de l'argent, c'est-à-dire freelance. Je m'adresse vraiment à ceux qui veulent se lancer d'abord en freelance, puis en tant que nomade, parce qu'il Mhm. y a plein de façons, il y a plein de façons de se lancer. Mais moi, c'est celle que je connais, donc c'est celle sur laquelle je suis crédible. Les autres, je suis pas crédible, tu vois. Je vais pas dire à quelqu'un comment gagner ta vie en tant que start-upper nomade digital alors que j'ai pas de start-up. Tu vois ce que je veux dire? Ah Donc ouais. du coup, je suis resté dans ce que je connais. Ça a marché pour moi, donc pourquoi pas pour quelqu'un d'autre. Et du coup, je fais une formation gratuite pour aider les gens à créer leur auto-entreprise, donc le statut juridique. Et à côté, j'ai une vidéo par semaine et à terme, j'aimerais continuer à faire une vidéo par semaine. Et si j'ai un peu plus de temps libre, et que je vois que ça prend, qu'il y a une communauté qui se développe, faire plus de formations gratuites, plus de ressources gratuites et à terme pouvoir monétiser ça, pouvoir aider des gens qui veulent aller un peu plus vite, qui veulent aller un peu plus loin, qui le contenu gratuit ça les suffit pas, qui veulent passer à l'action, leur proposer Mhm. des solutions. Et ça fait partie on en revient à ce que je voulais faire plus tard. Soit ça passerait par ça, ce que je veux plus tard, la logique produit, soit ça passerait par autre chose, mais c'est quelque chose que j'envisage. C'est quelque chose que j'envisage à terme en fonction bah, des retours que j'ai et puis aussi bah, euh,
de la vie des gens, ouais. Bah, si ça les intéresse, si ça intéresse personne, bon, au moins j'aurais aidé quelques personnes. Si je vois qu'il y a 1 500 personnes qui s'abonnent, qu'il y a des gens qui m'envoient des emails pour me dire ouais merci machin, là du coup, là je vais peut-être réfléchir et commencer à rentrer dans une logique de produit. Ouais. Ok, ouais, donc c'est un projet qui est relié à ta transformation en nomade, mais que tu veux aussi, tu sais, redistribuer ce que tu as appris aux personnes intéressées pour qu'elles puissent faire un petit peu comme toi. Ouais, c'est ça, un double objectif, aider d'autres gens et diversifier mes revenus à terme si ça marche. Donc c'est un gros risque parce que je passe beaucoup de temps. Mhm. Une vidéo, ça me prend une demi-journée. Déjà que c'est pas des vidéos de ouf, alors du coup, si vraiment tu veux faire une vidéo de dingue, il te faut encore plus de temps. Un article, ça me prend une journée. Euh, la formation, ça m'a pris 100 heures. Enfin, du coup, c'est vraiment beaucoup d'investissement en temps et donc du coup, bah, c'est un pari sur l'avenir. Je parie mon temps sur l'avenir. Euh, Mm. je, Tout le- je le en, sens bien, mais ouais, tout en assurant, enfin, en assurant tes arrières avec ton activité de freelance qui te couvre, enfin, qui te permet de vivre. hum, C'est un c'est projet. mon gros di- c'est mon gros dilemme en ce moment. C'est soit tu fais quelque chose où tu gagnes de l'argent, tu payes ta vie et tu as ton side project, soit tu prends un peu d'épargne et tu vas à plein temps sur ton side project qui devient ton main project et tu mets toutes les chances de ton côté. Mhm. Et du coup, c'est mon gros dilemme, c'est que je pense que j'ai encore trop peur de prendre quelques mois et passer à plein temps dessus. Donc, je sais que ça me freine. Je sais que ça me freine. On peut pas faire quelque chose de gros un jour par semaine. On a besoin de passer plus de temps dessus. Donc, Mm. aujourd'hui, je fais le minimum viable, juste nécessaire, je pense. Mais il va falloir qu'à un moment donné, que je mobilise plus de temps si je veux que ça devienne quelque chose. Je pense que c'est valable pour tous les gens qui veulent gagner de l'argent avec un blog. À un moment donné, il faut la moitié de son temps au minimum dessus, j'imagine. Ouais. Bah, moi, je dirais un blog où tout projet où ton temps n'était pas directement relié à de l'argent tout de suite. Que ce soit créer une startup, un logiciel ou peu importe quoi. Ouais, Ouais, c'est sûr. Puis bah, au bout d'un moment, as aussi tu sais, tu crées beaucoup de contenu dans ce mode-là, tu crées beaucoup de choses. Quand tu crées une startup, un logiciel, tu crées beaucoup de code, etc. Au bout d'un moment, il faut aussi un moment où tu puisses tu sais, monétiser ça pour avoir un peu d'argent que tu peux réinvestir et comment dire, pas qui te motive, mais qui te conforte que tu es en train de faire quelque chose que les gens veulent et que tu vas pouvoir le grossir. Parce qu'il y a aussi le côté, c'est aussi épuisant. Moi, je suis la personne qui a toujours 12 000 projets. En ce moment, j'essaie d'en couper quelques-uns petit à petit, tu vois. Et ça te libère de ouais, l'espace à la fois pour faire des choses, mais aussi pour réfléchir et pour être. passe mental. Ouais. Donc ça, c'est sûr que Exactement. c'est un dilemme de side project qui est assez courant. Déjà, j'ai fait des progrès. Avant, je travaillais les week-ends. Maintenant, j'ai mes week-ends et j'ai un jour par semaine sur le blog. Donc, je pense que je reviens de loin, mais c'est pas assez. Petit à petit, petit à Ouais, petit, petit à petit, ouais. Ça va en même temps que l'activité, mais mes prix ont été augmentés. Donc, du coup, je gagne plus en travaillant moins. exact. Donc, je pense que peut-être qu'à terme, en continuant dans cette logique, peut-être que je pourrais me libérer, non pas un, mais 2 jours et demi. Mhm. Et puis, bah, ça dépend aussi de là où je suis. Là, à Lisbonne, il faut que je dépense moins qu'en France, mais il faut quand même dépenser un petit peu. Donc, peut-être que dans d'autres pays où c'est vraiment pas cher, là, du coup, j'aurais besoin de moins de freelance. Je pourrais passer plus de temps sur du gratuit. Ouais, c'est sûr. Et parle-nous un petit Mm. peu parle-nous un petit peu du Portugal. Parce que moi j'ai été aussi à Lisbonne. Comment tu trouves ça? Dans quel coin tu te balades? Qu'est-ce que tu fais? Je suis venu 2 fois en vacances. Je suis allé à Porto. J'ai adoré. Euh, c'est une ville magnifique. Et je suis venu à Lisbonne aussi. Et j'avais envie de redécouvrir Lisbonne parce qu'à l'époque, je suis venu avec un groupe de gens qui voyagent pas tout à fait comme moi. On se levait tard, on allait aux soirées. Donc, du coup, j'ai pas trop vu la ville. Donc, je voulais revoir la ville. Et c'est une ville qui est assez marrante parce que du coup, il y a à la fois du patrimoine, énormément de verdure. Il y a un parc qui est immense qui fait. Euh, si tu fais tout le parc autour en jogging, c'est un marathon. Mhm. Ouais, toi qui as fait un marathon récemment, c'est ça?
il Un me semble. triathlon, un triathlon. Un tri Pardon, un triathlon. Je crois que c'est une trentaine de kilomètres, le parc Monsanto. Ça OK. porte le même nom que l'entreprise. C'est celui qui est tout Et en haut là, c'est ça? exactement, celui qui est tout Ah en OK. haut. Tu as la mer qui est à côté, donc du coup, tu peux y aller à pied ou alors tu peux prendre le train. Il y a un ferry qui peut te permettre d'aller de l'autre côté de la ville où là aussi il y a des plages. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Donc, si tu t'inscris sur Eventbrite et Meetup, tu trouves toujours des événements super cool. Il y a Ouais. des événements, notamment pour les nomades digitaux. Le Bah, il y a une site, la conférence, Nomadex, dont je peux parler. il y a la conférence DNX qui a lieu là-bas tous les ans là. C'est, je sais plus quand c'est, à quelle Ah époque. ouais? Ouais. D'accord. Ok. Bah, Tu faudrait que je regarde alors. aussi le Web Summit qui a lieu là-bas en octobre, je pense. Ouais, c'est en novembre, là. Il y a le Web Summit. OK. J'essaie de me trouver un ticket pas cher parce que c'est quand même 800 € l'entrée. Il y a toujours Mais des c'est un moyens, super événement. ouais. Oui, il y a toujours des solutions, mais ça vaut le coup. Il y a des speakers qui sont incroyables. Enfin, mais du Et coup, il y a des chouettes événements. ouais, donc et tu as été aussi sur quand tu traverses le pont justement, du côté sud, là, Mhm. moi je me souviens d'avoir été dans les plages super sympas où tu peux surfer aussi. Ouais, 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 ouais. T'as des plages un peu partout. J'ai pas fait encore celle-là. Moi, je suis resté du côté de la ville. Tu prends le train, tu passes par Cascais et Estoril, et après il y a une plage qui s'appelle Guincho. C'est une plage de kitesurfers. Euh, Ceux qui veulent se baigner, c'est alors risque et péril. Tu vois, c'est froid. Et en plus, les vagues sont énormes. Mais par contre, c'est magnifique. Si vous aimez le kitesurf et le surf, c'est l'un des endroits préférés de cette communauté. Et OK. si t'en fais pas comme moi, c'est déjà super cool de s'y balader, de boire un verre à côté, de regarder les gens en faire. C'est super cool. Il y a pas mal de rando à faire le long de l'eau aussi. Mhm. Donc vraiment, c'est une ville où il fait bon vivre. Les locaux sont gentils. Ouais. Euh, et je parle pas portugais, je fais des efforts énormes rien que pour dire bonjour, merci, je veux du fromage s'il vous plaît. Mais rien que ça, ils apprécient. Donc du coup, bah, ils m'aident à apprendre des mots et tout. Enfin, j'ai rencontré des gens en un rien de temps ici. Ma principale crainte, c'était d'être de la solitude. J'avais peur d'être seul vu que c'était ma première expérience en tant que nomade. Mhm. Et en fait, c'était tout le contraire. Je suis allé à une soirée nomade digitale. J'ai rencontré des gens avec qui que j'ai revu le week-end après pour faire une rando. Bon, j'ai mon pote ici. Au coworking, il y a des gens qui sont super sympas. Mhm. Euh, Niveau boulot, Lisbonne, il y a beaucoup de coworking. Ça coûte à peu près 150 € par mois, tout inclus, super internet et tout. Donc du coup, c'est un bon endroit pour travailler, mais aussi pour vivre. Euh, les magasins, ils ferment pas tard, par contre. Donc, si tu es un oiseau de nuit, il vaut mieux que tu sois au plein cœur du centre-ville. Moi, je suis un peu plus dans un endroit populaire. Les petites supérettes, elles ferment à 10 h et il n'y a plus rien. OK. Donc, ça va aussi bien. Ça, si tu veux être tranquille, il y en a pour tes goûts aussi bien que si t'es plus fête et tout là, au centre-ville, tu trouveras ton bonheur dans les quartiers comme Bairro Alto ou Mhm. Gado. Je me souviens bien, ouais. Ouais, ouais, ok. Ça rappelle des lendemains difficiles. Ouais, c'est ça. Mais je sais plus comment il s'appelle cette rue où il y a tous les bars où tout le monde prend son verre dans un bar et tu te balades avec ton verre et tu profites, quoi. Et Ouais, puis les bières sont à 1 € quoi, donc ouais, c'est ça. voilà. Je me souviens, moi, des mojitos géants pour quelques euros, là aussi, c'est. Mais ouais, Ouais. c'est une super ville et super ambiance. Et donc là, tu es là pour 4 mois. C'est sûr que ça aide pour se faire des relations et s'installer un petit peu. Après, tu pars Hum, aux US à Noël. Et après, est-ce que tu as des plans? Est-ce que tu repasses un petit peu en France ou est-ce que tu continues à bouger? Qu'est-ce que je fais après? Début octobre, je vais une semaine en France parce que mon père il donne une conférence dans son métier, il veut que je sois là, donc bon, pour la famille. Noël, ouais, je vais 3 semaines en Floride, donc ça aussi c'est pour la famille. Et Portugal, je sais pas encore combien de temps je vais rester, je pense entre 4 et 6 mois. Je vais pas rester moins parce que j'ai envie de faire du slow travel, j'ai envie de vivre comme un local. Je vais pas non plus rester beaucoup plus parce que sinon tu deviens un expatrié, tu n'es plus dans la logique nomade. Mhm. Enfin, chacun a son avis là-dessus, mais c'est un peu mon état d'esprit actuel.
Ouais. Mais par contre, du coup, en début d'année prochaine, je vais passer plusieurs mois au Maroc parce que j'ai de la famille là-bas. Ma mère est marocaine et c'est une partie de ma famille que je ne connais pas bien. Je l'ai vu qu'une fois. Et là, pareil, j'ai envie d'apprendre la culture, la langue. J'ai envie de les connaître. Mhm. Voilà. Et parce que je pense que le nomadisme, c'est un projet où on pense beaucoup à soi. Ce qui est très important, c'est indispensable de penser à soi Ouais. avant de voilà. Mais c'est aussi bien, je pense, pour ceux qui ont de la famille un peu partout, ce mode de vie, puisque ça peut te permettre d'aller les voir sans attendre nécessairement les congés, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et, Et puis et du coup, c'est ça. ouais. Après, c'est ouais, slow travel. Pour moi, je considère à partir de 3 semaines, un mois par endroit, tu es plutôt slow travel. Tu commences à pouvoir te faire une routine. Même moi, je me souviens à Chiang Mai, j'y suis resté peut-être 3 semaines, mais tu sais, j'avais des connaissances, on allait boire des verres, on allait au café travailler ensemble. Donc, tu peux Ouais. faire ça en même temps. Après, pour tu sais, le côté expat versus nomade, c'est sûr que c'est toujours tu sais, chacun a sa définition. Moi, je l'avais donné La dans une frontière vidéo. est passe. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, moi, dans ma définition, oui, je suis expat à Montréal, parce que tu sais, je suis fiscalisé ici, je passe le plus longtemps aussi. Mais après, je voyage quand même 3, 4 mois par an. Du coup, Tu voyages beaucoup, hein. c'est le luxe, en fait, pour moi, être nomade, c'est luxe de pouvoir voyager comme ça, tu sais, de pouvoir voyager, être flexible. Tout le temps ou pas tout le temps, ça dépend de toi, ta situation. Mais Ouais, il c'est n'y a plus pas de un état d'esprit définition. à long terme, quoi. Est-ce que tu te C'est vois pas, ouais, acheter une maison quelque part et rester tu sais, au même endroit tout le temps? C'est à toi de voir. Tu sais, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Il y en a qui vont adorer ça et d'autres tu sais, ils savent dès le début, ils s'achètent une maison à 24 ans et puis voilà, après le reste s'enclenche. J'ai C'est failli y passer, hein. J'ai failli y passer, j'ai failli acheter une maison, ça s'est pas fait par le hasard, Mhm. mais on peut prendre des chemins de vie très différents, complètement par hasard, Ouais. Puis donc faut tester, quoi. chacun son mode après, hein, mais puis je pense que c'est aussi je sais pas, nomade digital, il y a une phase aussi au début où tu veux vraiment être beaucoup à l'étranger, voyager, profiter de ce style de vie. Et après, tu as une phase où je pense que tu sais, tu grandis un peu plus, tu rencontres quelqu'un, voilà, éventuellement tu te Ouais, maries, tu as des enfants, et puis après, tu peux aussi repartir. Moi, j'en ai connu une fille qui était nomade à Montréal, là, qui voyageait beaucoup en Amérique du Sud. J'avais interviewé ouais. d'ailleurs, et c'est Géraldine JP, une des premières interviews que j'ai faites. Et là, elle a eu Oui. un enfant et elle veut repartir, tu vois, en mode nomade en Ah, famille. c'est Donc, elle te renseigne du génial. côté famille, comment tu t'organises pour les passeports, la nourriture bébé, tout ça, c'est un autre style. Puis, tu as quelques familles nomades aussi qui font ça. Là, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que déjà, tout seul, Ouais. c'est quelque chose, mais alors, avec la famille et tout, c'est fort. Ah, ah ouais, chapeau bas pour eux, grand respect parce que c'est 2 fois plus de boulot, quoi. Mm. Mes sœurs sont mamans, quand je vais les voir, quand on sort à la plage, c'est l'expédition. Ouais, ouais, ouais. Donc C'est pour sûr. une vie au quotidien sur la route, j'imagine même pas. Enfin, c'est bravo. Ouais. C'est vraiment, vraiment. Et puis même pour les gamins, ça doit être cool en termes de culture et d'ouverture d'esprit. Un mode de vie où ils découvrent tout le temps des nouveautés, de nouvelles cultures. Ils parlent 6 langues sans se rendre compte. Ouais, ouais, Enfin, c'est peut-être ça. pas 6, mais enfin, façon de parler. Bah ouais, tu dis ça. Ma copine, elle parle 7 langues aussi. Elle a habité un peu Ah, partout. Voilà. punaise. Mais Waouh, bon. ça c'est impressionnant. Ouais, puis Moi, j'ai du boulot. ouais, mais ça t'incite aussi à, tu sais, je sais pas, de base, ça te rapproche de gens qui ont un peu cette philosophie aussi et qui ont voyagé, qui veulent voyager, quoi. C'est vrai, ouais, 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 ouais. c'est vrai. Mm. Là, en fait, c'est ma première destination, donc du coup, j'ai pas beaucoup de recul là-dessus. Mais l'idée que j'ai derrière la tête, c'est donc faire ça à pied, en nomade traditionnel, dans différents endroits. Et d'ici quelques années, le faire en van en France et Ouais, autour de la France, hein. Je suis en train de mettre de côté pour acheter un California et faire ça comme ça parce que j'ai aussi envie de découvrir mon pays, qui a des endroits magnifiques et j'en connais même pas 10%. ouais. Euh, Là, d'abord, j'ai besoin d'exotisme. Et après aussi, voilà, découvrir la France où il y a des beaux endroits, il y a des beaux endroits à faire sur la route, je pense. Ouais, ouais, puis c'est une grande mode en France. Moi, j'ai ma cousine qui a acheté un van comme ça, là.
Et Antoine BM, il s'en est acheté un aussi, j'ai vu. En Amérique du Nord aussi, c'est Exactement. très répandu parce que tu as énormément de terrain à couvrir. Tu connais bien les US, c'est génial, c'est énorme. Tu peux C'est aussi pour aller. ça. Non, mais avec un van, si tu le fais traverser l'océan, tu peux aller un peu partout, quoi. D'Amérique, tu vas du nord jusqu'au point de l'Argentine, Chili. Et en Europe, tu peux aller jusqu'en Asie, tu sais, si tu veux. Tu peux Mais faire énormément de ouais, choses. ouais. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux téléphone, tu peux avoir un Internet avec un petit pocket Wi-Fi, tu prends une carte SIM, tu peux travailler d'à peu près partout. Mhm. Aujourd'hui, c'est possible, quoi. C'est possible. T'as pas besoin d'être bricolo. Si tu mets suffisamment de côté, tu peux acheter une voiture qui est toute préparée. C'est plus simple qu'auparavant, je pense. Mhm. C'est sûr, bah, c'est aussi ce qui a fait qu'on peut faire ça, travailler à distance, mais ça va pas s'arrêter là, quoi. Ouais, et puis bon là je parle pour les Français et les Européens. Il y a des pays où on se rend pas compte de la chance qu'on a de notre passeport et de notre pouvoir de monnaie. Mhm. Euh, on part avec un avantage énorme, donc comparé à d'autres pays où c'est plus compliqué par rapport à la monnaie, par rapport au visa et tout. Au bout d'un moment, bah, faut pas se trouver trop d'excuses aussi, quoi. Ouais. Et parce que avec un passeport français, déjà il y a les 28 pays européens. Les États-Unis c'est 3 mois avec un formulaire en ligne. L'Australie, je sais plus, mais c'est beaucoup. Canada, six Nouvelle-Zélande mois. aussi. Canada 6 mois. Donc au La moment plupart pour des pouvoir, pays, c'est entre 1 et 3 mois comme ça, sans visa. ouais. Donc, Donc du coup, on faut aussi qu'on saisisse cette chance énorme qu'on a. C'est cette porte ouverte, quoi. mhm. Il y a des coworkers ici, là où je suis, donc par exemple d'Inde et tout. Bah, c'est pas le même chemin pour aller quelque part. Ouais, Donc, c'est sûr. gros avantage concurrentiel, gros avantage si on veut se lancer en tant que nomade, c'est beaucoup plus simple quand on est dans certains pays. Mhm. Exact. Puis, C'est pas juste, mais quand on est du bon côté, il faut qu'on prenne conscience de sa chance. c'est clair, c'est clair. Et bah écoute, on approche de la fin de l'interview. On a parlé, je pense, sur un bon 3 quarts d'heure. Ah Une ouais, tradition pendant les interviews, c'est de poser quelques petites questions rapides pour mieux te connaître et puis éventuellement avoir d'autres points de discussion. Alors, ok. c'est parti. Ton pays préféré en tant que nomade digital? Ça faut que ce soit un pays que j'ai vu ou que je veux voir. Bah, que tu as vu et dans lequel tu as travaillé au moins un petit peu. Ouais, ok. Ben, j'ai travaillé plusieurs mois en Suisse en tant que nomade digital parce que j'ai de la famille là-bas et c'est super paisible. C'est un pays qui est très cher, mais par contre, pour les amoureux de la nature, c'est génial parce que je faisais de la rando tout le temps, du vélo très souvent. Tu as un paysage montagneux qui est génial. En hiver, tu prends un petit train, tu montes dans les stations de ski. Et puis la semaine, tu travailles. Enfin, c'est chouette. C'est pas le meilleur endroit pour le côté financier. Mais du coup, vu que j'étais hébergé, j'ai adoré mon expérience en travail remote Ouais. en Suisse. Ok. D'accord. Intéressant. Et C'est, c'est- Vas-y, vas-y. non, je m'attendais pas à ça comme pays, mais pourquoi pas. Ah ouais, bon, bah, ici, ça fait 3 semaines que je suis là, donc du coup, bon, j'adore, mais Ouais, je ouais. pense que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour avoir du recul. D'accord. Deuxième question, est-ce que tu as une astuce ou un hack de voyage à partager pour voyager mieux ou moins cher ou autre Ouais, avantage? alors je pense que c'est très courant, mais prendre un sac qui respecte les normes de cabine et Mhm. faire le nécessaire pour vivre avec. Je vis au quotidien avec un sac de 40 litres. Ouais, Le Osprey là. Et du coup, je paye jamais de bagages en soute. J'arrive à l'aéroport, j'ai pas de bagages à déposer. Euh, quand on atterrit, ben, j'ai pas de bagages à récupérer. Du coup, bah aussi, ça évite que la compagnie perde les bagages, ouais. ce qui arrive. Donc, c'est simple, mais ça change la vie. Mhm. Et ça oblige aussi à avoir un mode de vie un peu plus minimaliste, avoir une semaine de fringues, avoir voilà de prendre du matériel informatique en adéquation. Un PC de gamer, c'est pas une bonne idée.
Ouais, un petit MacBook Air là, tout léger, ça fait bien l'affaire. Donc, un bon sac qui rentre dans les cabines, essayer de vivre avec, ouais. Ouais, très bon conseil. Moi, je fais ça aussi depuis quelques années. Moi, je suis passé Ouais, à. toi aussi. J'ai un sac qui fait entre, qui est extensible, mais qui fait entre 26 et 34 litres là. Ah Et, ouais, ah ouais. donc, Putain, bravo. ouais. Je souhaite pouvoir faire ça, mais pour l'instant, mais les 40 litres, je les remplis bien. Ouais, ouais, bah, ça prend un peu de temps et puis de te connaître aussi en voyage pour gérer ça. Ouais, ouais. Il y a des Ok, trucs au bout d'un et moment, tu t'en sers pas, et il y a d'autres trucs, tu te dis que c'est indispensable. c'est ça. Puis tu peux toujours retrouver la nécessité partout là, enfin ce dont tu as besoin. Ah ouais, c'est sûr. Et, ouais. Et puis en parlant aussi d'objets de voyage, est-ce que tu as un accessoire ou un objet insolite avec lequel tu voyages? Un objet insolite avec lequel je voyage. Alors pour ça, j'ai comme réponse, j'ai eu des fois des accessoires de cuisine, des peluches, Sérieux? des porte-clés, des. Ah ouais? Je voyage avec de la baume du tigre. Ok. D'accord. Parce que je fais souvent du sport, et du coup, bah, c'est petit et c'est pratique pour les douleurs musculaires. Ouais, Euh, exact. et bon, je sais pas si c'est insolite, mais ça m'est venu en tête. Quand même, Je, quand même. je, je, je t'avoue que là, et sinon, j'ai quoi d'autre? Si, j'ai mon hardware wallet pour les bitcoins. C'est toujours sur moi. Ok. Si quelqu'un veut mon wallet, il faut qu'il me tabasse. Ça, je l'ai toujours sur moi, ouais. Ça me rassure de l'avoir sur moi. Même si on me le pique, il y a les mots de passe de secours, de backup, et il peut rien en faire. Mais ça me rassure de l'avoir sur moi, et enfin, c'est con, mais j'aime bien y regarder de temps en temps, me connecter, voir où ça en est, etc. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est cool. Et puis, dernière question de l'interview, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne, Adrien? Bonne question. Ben, je dirais travaillerenvoyageant.com. Il y a un formulaire de contact pour les gens qui veulent me contacter Ok. pour la partie nomadisme. Et si c'est pas pour du nomadisme, mais pour me contacter pour autre chose, sur Twitter. Sur Ok. Twitter, un DM, et puis bah, on peut faire connaissance. Ok. Puis c'est quoi ton handle, ton compte? Euh, AA Solino. Donc il y a deux A Solino. Ok. Bon, de toute façon, je Mais mettrai si tu ton tapes. nom avec l'interview, donc ils pourront Ouais, ouais, carrément, ouais. Ok, ok. Bah, si tu tapes mon nom, tu trouveras le pseudo. En principe, ça remonte bien dans Google. Ouais, je crois que c'est en première page. Ça marche. Bah oui, j'imagine. Ah, là, j'y suis pour rien. C'est Twitter qui a une énorme popularité. Il leur faut pas grand-chose pour bien se positionner. Mhm. C'est sûr. Bah écoute, en tout cas, Adrien, merci beaucoup pour ton temps et pour l'interview et bravo pour ce que tu fais et ton dernier cheminement, ton projet nomade qui se réalise. Bah écoute, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir parce que bah, c'était beaucoup de travail. Euh, Peut-être qu'il y en a qui ça prend un mois, mais moi, ça m'a pris 6 mois de préparation et un an de réflexion. Donc, c'est un but que je voulais atteindre depuis longtemps. Et merci pour ton temps. J'étais ravi d'échanger avec toi. Bah écoute, ça fait plaisir quand tu veux. Salut Bon, Adrien. à bientôt, Ambroise. Salut. Ciao.